dit que les liens du sang sont les plus forts. Mais parfois, l'amour peut remettre en cause cette loyauté. Dans cet épisode de Killers Meurtre en famille, ce père célibataire voulait éloigner sa fille des mauvaises fréquentations. Linda avait un fort caractère et elle n'en faisait qu'à sa tête. Rien ne lui tenait plus à cœur que de l'aider à reprendre sa vie en main et à s'en sortir. Mais quelqu'un en a décidé autrement. Il a non seulement été frappé et battu à mort, mais il a aussi été poignardé à de multiples reprises. J'ai enquêté sur de nombreux meurtres durant ma carrière, et celui-ci a été l'un des plus violents. L'enquête va mettre en lumière une relation amoureuse explosive et la pire des trahisons. C'était un amour interdit et immature. Ils ont été incapables de maîtriser leurs émotions. Personne n'aurait pu imaginer que ça se terminerait d'une manière aussi effroyable. Jeudi 23 décembre 2004. À 2 jours de Noël, les habitants de Tucson, dans l'Arizona, ne pensent déjà plus qu'aux festivités. Mais peu après 16h30, les choses prennent une tournure plus sombre, quand la police reçoit un appel d'urgence d'un certain Luis Velasquez. Luis travaillait avec son oncle dans la même entreprise. Il nous a appelés pour signaler qu'il ne s'était pas présenté à son travail. Il était tellement inquiet qu'il s'est rendu chez lui et là, il a trouvé son oncle couvert de sang. Il était bouleversé. Il était à la fois terrifié et inquiet. Il savait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Les policiers arrivent rapidement chez Lauro Garcia, l'oncle de Luis. Cet homme de 57 ans possède une maison sur South Santa Clara Avenue. Luis était dehors et il leur a dit qu'il avait trouvé son oncle Lauro dans une chambre. Il ne savait pas encore ce qui les attendait. Les agents sont entrés par la porte de derrière en prenant soin de ne pas effacer d'éventuels indices sur le sol ou ailleurs. Quand ils ont ouvert la porte coulissante, ils ont immédiatement vu du sang et des empreintes de pas dans le couloir entre la cuisine et la chambre. C'était le signe que quelque chose de grave était arrivé, mais ils ne pouvaient sûrement pas s'attendre à découvrir un tel spectacle. La chambre avait été saccagée et il y avait du sang partout. Ça devait être vraiment horrible. Même les stores étaient couverts de sang. Les tiroirs de la commode étaient éparpillés dans toute la pièce et le matelas était appuyé contre le mur. Quand ils ont écarté le matelas, ils ont trouvé le corps de Lauro Garcia sous un tas de couvertures ensanglantées. Une ambulance arrive peu après la police, mais il est déjà beaucoup trop tard. Quand l'équipe médicale est arrivée, il était clair qu'elle ne pouvait plus rien faire pour cet homme. Il était mort depuis un certain temps. La rigidité cadavérique était déjà intervenue. Quand mes collègues sont arrivés, le décès remontait à au moins 12 heures. Ses blessures et les éclaboussures de sang montraient qu'il avait été battu à mort. Quand on frappe violemment quelqu'un avec un objet, en faisant des mouvements répétés de haut en bas, il y a des projections de sang sur les murs et au plafond. Et c'est ce qu'on a constaté dans cette pièce. Un examen plus minutieux du corps fournit une autre information. La victime présentait aussi des plaies par arme blanche. On s'était servi d'un couteau, et c'est cette arme qui avait sans doute causé les éclaboussures de sang. Lauro a été frappé et poignardé. C'était personnel. L'agresseur a déversé sa haine. On pouvait aussi se demander s'il n'y avait qu'une seule personne impliquée, un seul suspect. Combien était-il? Et qu'est-ce qui avait causé ce déferlement de violence? Ceux qui connaissaient Lauro Garcia le décrivent comme un homme généreux et travailleur, issu d'un milieu modeste. Lauro Garcia a grandi dans une famille nombreuse au Mexique. Sa famille était pauvre et pour l'aider, il a abandonné l'école primaire et il a travaillé. Vers 20 ans, il a immigré aux États-Unis en quête d'une vie meilleure. Il s'est installé à Pasadena, en Californie. À Pasadena, Lauro Garcia rencontre une femme prénommée Maria et ils tombent amoureux. En 1980, ils ont un fils, Martin. 3 ans plus tard, leur fille Linda voit le jour.
Ils sont restés longtemps ensemble, mais ils ne se sont jamais mariés. Quand Linda a eu 2 ans, ils se sont séparés et Lauro est parti à Tucson, où vivaient 2 de ses sœurs. Linda et Martin ont été ballottés entre leur mère et leur père. Ils faisaient des allers-retours plusieurs fois par an. Quand Linda a eu 6 ans et Martin 9, ils sont allés vivre avec Lauro, qui avait alors une nouvelle compagne. Il avait 3 beaux enfants et il était à nouveau en charge d'une famille nombreuse. C'était un père très tolérant et affectueux qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants. Mais en grandissant, Linda a commencé à causer des problèmes à ses parents. Apparemment, elle fréquentait une bande de petits voyous. À 11 ans, elle s'attirait déjà des ennuis. Sa famille avait des raisons de s'inquiéter pour Linda. Elle a commencé à prendre de la drogue alors qu'elle était très jeune. Linda avait un fort caractère. Elle était obstinée. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Quand Lauro Garcia s'est séparé de sa dernière compagne, il a contacté Maria et tous deux ont convenu que Linda retournerait vivre en Californie avec sa mère, tandis que Martin resterait avec son père. Elle a fini par partir en Californie. Ses enfants ont donc été ballottés d'un endroit à un autre. Lauro a peut-être été un peu naïf. Il a cru que Maria réussirait à la ramener dans le droit chemin. Et ça a eu l'effet inverse. Leur fille s'est attirée encore plus d'ennuis en Californie. Sa mère n'avait pas d'autorité sur elle. Linda était même peut-être entrée dans un gang en Californie et elle avait été arrêtée pour voie de fait. Pendant ce temps-là, Lauro Garcia trouve un emploi dans le même immeuble de bureau que son neveu Luis. Il était gardien dans une société ici, à Tucson. Son neveu travaillait avec lui. Après son année de première, Linda abandonne le lycée. Pour sa mère, c'est la goutte de trop. Sa famille s'inquiétait pour elle. Elle s'engageait sur une mauvaise voie. Alors ils ont décidé que Linda retournerait vivre avec son père à Tucson en espérant qu'il réussirait à la ramener dans le droit chemin. Faire constamment déménager un adolescent n'est pas forcément une bonne idée. Mais ses parents se sont dit qu'ils ne pouvaient pas la laisser continuer comme ça. Martin a récemment pris son indépendance. En 2001, à l'âge de 18 ans, Linda retourne vivre avec son père. Ils ont eu plus de temps pour renouer des liens. Rien ne lui tenait plus à cœur que de l'aider à reprendre sa vie en main et à s'en sortir. Il aurait voulu la voir trouver un emploi, gagner de l'argent, arrêter de s'attirer des ennuis et peut-être aussi fonder sa propre famille. Cette fois, le déménagement semble avoir un effet positif sur la jeune fille. Lauro ne lui demandait pas de l'aider à payer le loyer ou les factures, mais elle avait des contraintes. Il avait établi des règles strictes et l'une d'elles était « pas de garçon à la maison ». Linda a trouvé un emploi dans un fast-food et tout semblait bien se passer. Elle a commencé à parler de s'engager dans l'armée. Linda fête ses 21 ans en décembre 2004 et Lauro Garcia attend les fêtes de fin d'année avec impatience. Il occupait le même emploi depuis 7 ans et il avait touché une prime de Noël très conséquente. Comme à son habitude, il avait l'intention d'en faire profiter sa famille. Il voulait faire plaisir à ses enfants. Malheureusement, il n'en aura jamais l'occasion. On vient de découvrir son cadavre et la police de Tucson est déterminée à identifier le meurtrier. Dans la chambre, on a constaté que son portefeuille avait disparu. Dans certains secteurs, les cambriolages et le trafic de drogue sont plus fréquents qu'ailleurs. Dans le quartier de la victime, les cambriolages n'étaient pas rares. En revanche, un crime aussi violent que celui-là sortait vraiment de l'ordinaire. Linda n'était pas là. La police ignorait pourquoi et où elle se trouvait. Elle se demandait si elle était en danger et ce qui avait pu lui arriver. Quand les enquêteurs commencent à examiner la scène de crime, ils constatent que quelque chose d'autre a disparu. Son pick-up n'était plus là. Linda l'avait-elle emprunté? Était-elle en danger? Les inspecteurs de Tucson, dans l'Arizona, enquêtent sur le meurtre de Lauro Garcia, qui a été retrouvé battu à mort et poignardé à son domicile. Les policiers sont formés et extrêmement bien formés pour savoir comment aborder une scène de crime. Pourtant, il est impossible de ne pas être affecté quand on entre dans une maison apparemment paisible et qu'on se retrouve devant le corps d'une personne qui a été agressée avec autant de brutalité.
J'ai enquêté sur de nombreux meurtres de ma carrière et celui-ci a été l'un des plus violents. Il a non seulement été frappé et battu à mort, mais il a aussi été poignardé à 17 reprises. Son agresseur s'était déchaîné sur lui. Il avait des plaies par arme blanche et des blessures causées par un objet contondant. Il devait être déjà mort quand on l'a poignardé. Le neveu de Lauro Garcia, Luis Velasquez, est la personne qui a contacté les services d'urgence. Quand la police finit de boucler le secteur, il est rejoint par le fils de la victime, Martin. Ces fêtes de fin d'année ont dû être extrêmement difficiles à vivre pour cette famille qui venait d'être frappée par un crime aussi horrible. J'ai interrogé Luis. Il m'a décrit ce qu'il avait vu en arrivant. Il a commencé à s'inquiéter le matin en voyant que son oncle n'était pas au travail. Ils étaient tous les deux gardiens, et Lauro n'était pas du genre à manquer une journée de travail. Il était connu pour sa conscience professionnelle. Et ce jour-là, sa société fêtait Noël, ce qui rendait son absence encore plus étonnante. Luis a essayé d'appeler plusieurs fois son oncle, sans succès. Alors il s'est rendu chez lui. Comme la porte d'entrée était fermée à clé, il est entré par la porte de derrière. Dès que Luis a vu du sang, il a contacté la police. Je n'ai pas eu l'impression qu'il nous cachait quoi que ce soit. Dans cette affaire, c'était le témoin oculaire classique. Dans notre métier, on doit toujours procéder par élimination. Et j'étais sûr qu'il nous disait la vérité. L'une des premières choses que Luis a dites, c'est qu'il venait de recevoir leur prime de Noël. Son oncle aurait donc pu être tué en surprenant un intrus chez lui. Lauro Garcia avait reçu 1 500 $, ce qui aurait largement suffi à attirer des voleurs bien informés. Mais les constatations n'étayaient pas cette hypothèse. Il n'y avait aucun signe d'effraction. On n'a pas non plus trouvé de traces de lutte dans d'autres pièces. Donc on a écarté la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Les enquêteurs ne retrouvent pas d'armes sur la scène de crime. En revanche, ils découvrent d'autres indices. Il y avait un bloc à couteau et il en manquait un. Alors on s'est dit que c'était sûrement celui qui avait été utilisé. Il y avait des gouttelettes de sang et des traces de pas ensanglantés sur le carrelage. Les techniciens de scène de crime ont prélevé des échantillons de sang en vue d'une analyse ADN et ont photographié les empreintes. Ces semelles de chaussures avaient un motif bien particulier. On s'est donc dit que si on retrouvait ces chaussures, ce serait une grande avancée pour l'enquête. Et quand la police commence à interroger les membres de la famille de Lauro Garcia, elle constate qu'il y a un absent. Sa fille, Linda, n'était pas là et elle était injoignable. Elle n'était pas à la maison ou au travail. À ce moment-là, la police ne savait pas s'il fallait s'inquiéter pour elle. Il savait que sa fille et son pick-up avaient tous les deux disparu. L'avait-elle emprunté? Était-elle en danger? Pour le fils de Lauro, Martin, c'était tout à fait envisageable. Si quelqu'un avait des ennemis, c'était bien sa sœur et pas son père. Il a décrit son père comme un homme à la fois solide et très attentionné, qui s'était montré très strict dans leur éducation. Lauro ne menait pas une vie dangereuse. Comme tout le monde le savait, c'était quelqu'un de travailleur. Il ne causait aucun problème et menait une vie paisible. D'après Martin, Linda a rejoint un gang quand elle vivait en Californie. Et après son retour en Arizona, elle avait gardé des liens avec ses membres. On nous a dit qu'elle portait un bandana dans sa poche arrière et qu'elle était probablement affiliée à un gang californien. Il y avait aussi des gangs à Tucson. Il était donc possible qu'elle en ait rejoint un ou qu'elle soit entrée en conflit avec l'un d'eux. Le fait de quitter la Californie ne mettait pas forcément fin à son affiliation à un gang. Tout le monde sait que sortir d'un gang est toujours plus difficile que d'y entrer. Ça peut entraîner des représailles et même vous coûter la vie. On ne savait pas si un gang s'en était pris à elle. À ce stade, on n'avait pas suffisamment d'informations pour le savoir, mais on continuait à envisager cette possibilité. Si les assassins de Lauro Garcia font partie d'un gang rival, la vie de sa fille est peut-être aussi menacée. Il pouvait s'agir d'un enlèvement, voire d'un meurtre. Alors il n'y avait pas de temps à perdre. Ils ont immédiatement lancé un avis de recherche pour Linda et le pick-up.
Une fois qu'on a obtenu sa description et celle du véhicule de la victime, on a émis un avis de recherche dans tout l'État de l'Arizona afin de localiser le véhicule et la jeune fille. Ils espéraient la sauver et peut-être aussi identifier le meurtrier. Mais le frère de Linda semble penser qu'elle préférait les membres du gang à sa propre famille. Dans son gang, Linda avait un surnom, la petite emmerdeuse. C'est un surnom que sa famille n'aurait certainement pas contesté parce qu'elle n'avait pas arrêté de lui causer des problèmes. Martin a aussi raconté à la police que sa sœur n'avait pas tourné le dos à son ancienne vie. Depuis qu'elle vivait chez son père, elle avait fait la connaissance des membres d'un gang de Tucson. Ça a soulevé des questions, notamment quel rôle Linda avait pu jouer dans cette affaire. S'agissait-il d'un rite d'initiation pour entrer dans un gang? Était-ce une vengeance? Combien de personnes étaient impliquées? Il devait étudier cet aspect avec beaucoup d'attention, parce que cette affaire semblait très compliquée. Selon son frère, l'un des jeunes hommes que Linda a rencontré à Tucson est devenu plus qu'un simple ami. Il s'appelait Carlos Cruz. Ils s'étaient rencontrés sur Internet l'année précédente. Elle avait 20 ans et lui 16. Ça ne plaisait pas du tout à son père. Linda avait entamé une histoire en ligne avec un garçon de 16 ans, qui était devenu une véritable relation. Il vivait à une petite centaine de kilomètres au nord de Tucson, à Casa Grande. Casa Grande est une ville de taille moyenne qui attire la petite bourgeoisie. Elle est située à égale distance entre Tucson et Phoenix. Et elle est en train de se transformer petit à petit en ville dortoir. Carlos Cruz est né le 7 août 1988. Il est l'aîné de 3 enfants d'une famille de la classe moyenne. C'était une famille traditionnelle. Le père avait un garage et sa mère s'occupait des enfants. Carlos était apparemment un enfant heureux qui aimait son rôle de frère aîné. Ses amis et sa famille l'appréciaient. C'était un bon garçon. Il aimait venir dans le garage de son père et il semblait attiré par la mécanique, mais ce n'était pas un très bon élève. Comme Linda, Carlos avait des difficultés scolaires et il a commencé très tôt à prendre de la drogue. À l'adolescence, il a fini par rejoindre un gang. Carlos a pris une mauvaise voie, mais à partir de 16 ans, il semble changer radicalement. Il était maintenant en âge de travailler dans le garage de son père. Il aidait aussi son grand-père pendant ses foires au troc. Et puis, il parlait de chercher un emploi dans la vente de véhicules. Comme beaucoup d'adolescents, Carlos passait beaucoup de temps sur Internet. En 2004, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait que des forums et des chats. Et c'est par ce biais qu'il a connu Linda. Carlos a immédiatement été attiré par elle. Ils ne se connaissaient que depuis 2 semaines quand il lui a proposé de se rencontrer. Pour Thanksgiving, l'adolescent rend visite à sa tante à Tucson. Et pendant qu'il est sur place, il en profite pour rencontrer Linda. De toute évidence, ça a été le coup de foudre. Ils se sont plu immédiatement. Et ils se sentaient bien ensemble et apparemment, l'attirance était réciproque. Linda semblait ressentir la même chose pour lui. Elle a même présenté Carlos à son père, ce qui pour elle était quelque chose d'important. Le père de Linda n'apprécie pas vraiment son nouveau petit ami. Lauro ne voyait pas cette romance d'un bon œil. Tout était arrivé très vite et leur relation était très passionnée. Le couple passe tout son temps ensemble et cache la différence d'âge au père de Linda. Carlos était encore un adolescent, mais ce qui l'attirait chez Linda était justement ce qui inquiétait Lauro. Il avait peur que cette relation la fasse rechuter. Il avait établi une règle. Carlos n'avait pas le droit de venir chez lui en son absence. Il essayait de ramener Linda sur le droit chemin et il était hors de question pour lui que cet adolescent reste seul avec sa fille dans sa maison. Linda promet de lui obéir et au cours des semaines qui suivent, tout semble bien se passer. Même si Lauro était opposé à leur liaison, il voyait que Carlos la traitait bien. Il semblait la respecter et veiller sur elle. Alors il a essayé de se montrer tolérant. Martin raconte pourtant aux policiers que son père était toujours aussi inquiet et que cette situation a peut-être abouti à une confrontation. On savait que M. Garcia avait un certain nombre de problèmes avec sa fille. Il avait fait part de ses frustrations à son fils et à son neveu.
Il leur avait dit qu'il avait rencontré Carlos et qu'il avait l'impression qu'il faisait peut-être partie d'un gang. Selon Martin, la nuit précédant le drame, il avait reçu un appel de Linda. Elle lui avait dit s'être disputée avec leur père, qu'il avait chassé de la maison parce qu'il ne voulait plus qu'elle voie Carlos. Son frère pensait qu'elle avait exagéré la gravité de l'incident. Il a discuté avec Lauro dans la soirée et apparemment, il n'y avait aucun problème. Il n'a même pas parlé de cette dispute. Mais si Carlos croit que Lauro Garcia essaie d'éloigner Linda de lui, jusqu'où ira-t-il pour l'en empêcher? L'agression contre ce père de famille a été extrêmement violente. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'un jeune homme dans une rage folle puisse faire une chose pareille. C'était un mobile potentiel. Il y avait des tensions très fortes au sein de cette famille, et elles étaient dues à cette romance à la Roméo et Juliette. Mais cette relation était-elle liée au meurtre du père? D'innombrables questions entourent ce meurtre ainsi que la disparition de Linda. Mais les enquêteurs ne vont pas tarder à trouver des réponses. On a retrouvé le pick-up de la victime incendié. Le réveillon de Noël est normalement un moment de festivité. Mais pour la famille de Lauro Garcia, celui de cette année est un véritable cauchemar. N'importe quel meurtre affecte profondément une famille. Mais c'est encore pire quand elle sait que l'être aimé a été tué d'une manière aussi violente. La famille de Lauro devait être en état de choc, d'autant plus que Linda avait disparu. La fille de la victime, Linda, est toujours portée disparue, tout comme son petit ami de 16 ans, Carlos, et le pick-up de son père. Mais le jour de Noël, soit 48 heures après le drame, les enquêteurs ont enfin une piste. La police locale a signalé la présence d'un véhicule incendié dans une carrière, située à quelques kilomètres d'Eloy. C'était entre Eloy et Casa Grande. Les agents qui se sont rendus sur place ont constaté que le véhicule avait été incendié volontairement. Son numéro d'immatriculation correspondait à celui du véhicule de la victime. Le feu avait détruit tous les éléments que la police aurait pu exploiter. Cheveux, sang ou ADN. Mais elle a découvert autre chose. Les enquêteurs de la police locale ont fouillé le véhicule et ont trouvé 2 couteaux. Les manches étaient brûlées, mais l'un d'eux était peut-être celui qui avait disparu du bloc de la cuisine de M. Garcia. Le 28 décembre, l'enquête connaît une nouvelle avancée. Martin Garcia m'a contacté pour me dire qu'il avait discuté avec sa sœur. Il avait laissé plusieurs messages vocaux, mais c'était la première fois qu'elle le contactait depuis sa disparition. Il était heureux de savoir qu'elle allait bien, mais pourquoi ne l'avait-elle pas appelé plus tôt? Son comportement au téléphone a aussi éveillé les soupçons de son frère. Linda l'appelle et lui dit qu'elle est au Texas. Elle a une mauvaise réception et elle n'a pas reçu ses messages. Elle lui demande ce qui se passe. Bien sûr, Martin lui annonce que leur père est mort, mais ça n'a pas l'air de la préoccuper. Elle a paru assez indifférente. Elle n'a éprouvé aucune émotion, comme du chagrin ou quelque chose de ce genre. Martin a trouvé ça très suspect, et il m'a aussitôt contacté. Ils étaient maintenant rassurés de savoir que Linda était en vie. Elle devait se trouver quelque part au Texas, et les enquêteurs avaient plus que jamais besoin de lui parler. Après plusieurs tentatives, l'inspecteur Jiménez réussit enfin à joindre Linda. Elle déclare qu'elle était absente le jour de la mort de son père. Linda m'a dit qu'elle n'avait pas vu son père depuis plus d'1 semaine et qu'elle était partie à McAllen, au Texas, pour rendre visite à de la famille. Elle lui a répété ce qu'elle avait dit à son frère. Elle avait été obligée de partir après avoir ramené son petit ami à la maison. Son père leur avait interdit de venir chez lui en son absence et elle lui avait désobéi plusieurs fois. La jeune fille révèle également que Carlos s'est enfui de chez lui et qu'il est avec elle. Apparemment, Carlos vivait dans un parc non loin de là. Et il attendait que M. Garcia parte travailler pour pouvoir la rejoindre chez lui. Mais bien entendu, son père a fini par découvrir ce qui se passait. C'est ce qui a provoqué la dispute dont elle a parlé à son frère. Elle m'a raconté qu'un jour, il avait surpris Carlos dans sa chambre vers 3 heures du matin et que ça l'avait mis dans une colère noire. Elle nous a aussi dit que le 21 décembre, il l'avait chassé de la maison.
D'après Linda, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de fuir ensemble. Elle a pris un bus avec Carlos pour McAllen, au Texas. Là-bas, il avait de la famille. Ils sont partis dans la nuit du 21 et ils sont arrivés dans la nuit du 23. Elle n'était donc pas là quand son père a été tué. Ça m'a paru vraiment bizarre. Je lui ai demandé si elle allait revenir à Tucson et elle a répondu oui. Là, je lui ai dit qu'à son arrivée, il fallait que je lui parle. Même si elle ne leur a pas dit où était Carlos, ils avaient aussi l'intention de l'interroger. Mais avant que ça se produise, ils ont reçu un appel d'un ex-inspecteur du nom de Jesse Joy, qui avait, pour ainsi dire, résolu toute cette affaire. J'ai été très heureux d'entendre Jesse au téléphone. Il m'a annoncé qu'il tenait nos suspects. Jesse Joy travaille pour la police d'Eloy, à 80 km de Tucson. Cette ville est aussi située sur la route menant à Casa Grande, où vit Carlos. Quand il a entendu parler du meurtre, l'inspecteur Joy a entré l'immatriculation du véhicule dans la base de données de la police d'Eloy. Il a fait une recherche avec le numéro de la plaque de M. Garcia dans le fichier. Il a constaté que ce véhicule avait été contrôlé à Eloy quelques heures seulement après le crime. La voiture roulait sans avoir mis ses phares. Et surprise, Carlos et Linda étaient dans le pick-up. Ça s'est passé environ 12 heures après l'estimation du moment du décès selon le médecin légiste. Ce contrôle routier prouve que Linda a menti. Carlos et elle n'étaient pas à bord d'un bus à destination du Texas. Mais comme le couple a été contrôlé avant la découverte du corps de Lauro Garcia, la police n'avait aucune raison de l'arrêter. Un avis de recherche avait cependant été émis pour Carlos. Carlos était alors considéré comme un mineur en fugue. Il n'avait que 16 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition 4 semaines plus tôt. La police d'Eloy a tout de suite contacté sa famille pour l'avertir qu'il avait été retrouvé. Ses parents sont venus le chercher. Linda les a suivis jusqu'à chez eux, à Casa Grande, une ville située à une vingtaine de minutes d'Eloy. Grâce à ces informations, les enquêteurs obtiennent des mandats afin d'arrêter Linda et Carlos et de fouiller le domicile des parents de l'adolescent. Les inspecteurs sont allés immédiatement à Casa Grande pour interpeller et interroger le couple. À leur arrivée, la mère du suspect n'a pas compris ce qui se passait. Estela Cruz, la mère de Carlos, était visiblement bouleversée. Elle n'arrivait pas à croire que son fils puisse être impliqué dans un meurtre. Elle n'avait pas eu de problème majeur avec lui avant sa fugue. Estela Cruz explique qu'elle était folle de joie de retrouver son fils. Mais elle a été surprise quand il a amené Linda avec lui. Ça a déjà dû être un choc d'apprendre que son fils avait tenté de s'enfuir avec sa petite amie. Mais ça a dû être encore pire de découvrir pourquoi. Linda était enceinte et avait été chassée de chez elle. Elle n'avait aucun endroit où aller, alors la mère de son petit ami l'a recueillie chez elle. Linda prétend avoir 17 ans, juste un an de plus que Carlos. Madame Cruz a pris la jeune fille chez elle. Elle a ressenti de la compassion pour elle et elles ont commencé à bien s'entendre. Elle trouvait Linda très gentille. Elle déclare pourtant qu'elle a rapidement commencé à avoir des soupçons. Elle a trouvé des sous-vêtements tachés de sang sous une corbeille dans la salle de bain, comme si elle avait voulu les cacher. Elle en a conclu que la jeune fille ne devait pas être enceinte. Linda avait ses règles. Elle avait menti à Carlos et à sa mère. Et quand les enquêteurs l'interrogent, ils découvrent que sa grossesse n'était pas son seul mensonge. Elle ne voulait pas obéir à son père. Le 28 décembre 2004, la police de Tucson arrête 2 suspects dans le meurtre de Lauro Garcia. Sa fille Linda, âgée de 20 ans, et son petit ami de 16 ans, Carlos Cruz. Ils étaient dans la chambre de l'adolescent quand la police est arrivée. Ils n'ont pas vraiment réagi quand on leur a passé les menottes. Je pense qu'ils savaient que tout était fini. Sa mère ignorait que le père de Linda avait été tué quand elle a laissé la jeune fille s'installer chez eux. Si elle l'avait su, elle aurait appelé la police. Elle ne pouvait pas imaginer que son fils serait un jour impliqué dans une telle affaire. C'était sûrement arrivé à cause de Linda. Les 2 suspects se laissent arrêter sans résister. Mais sur la route, Linda tombe soudain malade.
Linda a commencé à se plaindre. Elle semblait souffrir de douleurs abdominales et il s'inquiétait pour sa santé. Sachant qu'elle pouvait être enceinte, on l'a conduite à l'hôpital pour la faire examiner. Pendant qu'elle subit des examens, les enquêteurs décident d'écouter la version du petit ami. J'ai interrogé Carlos au poste de police de Casa Grande. Il a nié toute implication dans le meurtre de M. Garcia. En revanche, il a admis avoir emprunté son véhicule. Il a répété ce que Linda avait déjà dit. Son père l'avait chassé de chez lui après les avoir surpris plusieurs fois dans sa chambre. Il a même dit qu'il ignorait jusque-là qu'il avait été tué. Il a prétendu ne pas être impliqué. Il a seulement reconnu qu'il se trouvait avec Linda et qu'ils avaient volé le pick-up du père pour s'enfuir. Mais comme la police savait qu'il n'était pas parti au moment indiqué par Linda, il est devenu évasif. Carlos avait un comportement assez distant. Je sentais qu'il nous cachait des choses. Il n'était pas franc avec nous. On savait qu'il était plus impliqué qu'il ne le disait. On voyait qu'il ne voulait pas trop entrer dans les détails. Ils ont essayé de faire pression sur lui, mais à ce moment-là, Carlos a décidé de ne plus parler du tout. Au fil de l'interrogatoire, il s'est rendu compte qu'on en savait plus que ce qu'il pensait. Il a réclamé un avocat et on en est resté là. Les inspecteurs s'intéressent à nouveau à Linda et constatent que son examen ne s'est pas déroulé comme elle l'aurait voulu. Ils ont eu peur que Linda fasse une fausse couche, mais les médecins n'ont rien trouvé de particulier. En réalité, elle n'était même pas enceinte. La jeune fille n'avait pas cessé de mentir et tous les indices venaient contredire ce qu'elle avait pu déclarer jusque-là. Il fallait lui mettre la pression. Il voulait maintenant qu'elle leur explique ce qui s'était passé ce soir-là. Elle était indifférente à la mort de son père. Il ne l'avait pas élevée et elle ne s'était jamais sentie proche de lui. Leur relation ne s'était pas améliorée depuis son retour en Arizona. En fait, Linda semblait en vouloir à son père parce qu'il cherchait à diriger sa vie. Elle ne voulait pas lui obéir. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Elle a continué à voir Carlos contre la volonté de son père. Pendant l'interrogatoire, Linda a essayé de changer de version. Selon elle, quand son père l'a chassée de chez lui, elle a fait ses bagages et elle est allée chez un ami. Ensuite, cet ami les a conduits, elle et Carlos, à Casa Grande. Mais les inspecteurs savaient qu'ils étaient seuls dans la voiture de M. Garcia quand elle a été contrôlée par la police d'Eloy le matin du 23 décembre. Mise face à ces mensonges, Linda accepte enfin de leur dire la vérité. Elle a reconnu qu'elle était dans la maison quand son père a été tué, mais elle a minimisé son rôle et rejeté toute la faute sur Carlos. D'après la version de Linda, le soir en question, son petit ami est venu chez elle. Elle l'a fait entrer par la fenêtre de sa chambre. Elle lui a alors dit que son père était furieux et qu'il allait la renvoyer en Californie. C'était une mauvaise nouvelle pour tous les deux, et selon elle, Carlos était très en colère. Il est sorti de la chambre et d'après ses souvenirs, elle a ensuite entendu des cris, les cris de son père. Linda prétend que lorsque son petit ami est revenu quelques minutes plus tard, il tenait une batte de baseball couverte de sang. Elle a dit qu'elle était complètement terrifiée. L'adolescent est revenu dans la chambre. Il lui a demandé de ne rien dire à personne et ils sont partis. Elle a accepté de partir avec lui dans le pick-up de son père parce qu'elle avait peur pour sa vie. Après le contrôle routier à Eloy, ils auraient décidé de changer de véhicule. Linda a dit aux enquêteurs que Carlos avait demandé à 2 de ses cousins de l'aider à se débarrasser de ce pick-up. Avec l'aide de ses cousins de Casa Grande, Carlos a roulé en direction d'une carrière qui se trouvait à quelques kilomètres de là, plus précisément à Sacaton. C'est une réserve indienne en dehors de Casa Grande et c'est là, dans cette carrière, qu'ils ont incendié le véhicule. Les cousins de l'adolescent ont confirmé ce que Linda leur avait dit, mais ils ont ajouté qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Ils ont expliqué le rôle qu'ils avaient joué. Ils ont abandonné le véhicule dans la carrière et ils y ont mis le feu. En contrepartie, ils ont reçu des vidéos pour adultes que Linda et Carlos avaient volées chez son père. Et ils leur ont dit de n'en parler à personne. Mais ils ont avoué qu'ils avaient tué M. Garcia.
Le couple s'est vanté d'avoir tué Lauro. Il n'a pas seulement été battu, il a aussi reçu des coups de couteau et Linda était très fière de l'avoir poignardé. Les cousins de Carlos affirment que le pick-up n'est pas le seul indice qu'ils devaient détruire. Les couteaux qu'on a trouvés dans le véhicule incendié provenaient très certainement du bloc qui se trouvait dans la cuisine. En plus d'avouer qu'ils avaient emmené le véhicule de la victime pour s'en débarrasser, ils savaient aussi où se trouvait l'une des armes qui avait pu servir au crime, la batte en aluminium. Cette arme était en leur possession. On leur a dit que c'était la batte qui avait été utilisée. Elle était cachée sous une voiture, chez l'un des cousins de Carlos. C'est là qu'on l'a récupérée. Ils ont aussi trouvé d'autres indices dont l'adolescent avait oublié de se débarrasser. Chez sa mère, dans la chambre de Carlos, on a découvert des chaussures très incriminantes. Leur semelle avait le même motif que les traces de pas ensanglantées présentes chez M. Garcia. Il y avait aussi du sang sur cette paire de tennis, et on était quasiment sûr qu'il appartenait à la victime. Il y avait des reçus pour des achats réglés avec la carte de crédit du père. Ils les ont effectués peu après l'heure estimée de sa mort. Les enquêteurs visionnent les images des caméras du magasin et ils constatent que, contrairement à ses déclarations, Linda n'avait pas peur de Carlos. Sur l'enregistrement, on les voyait tous les deux rire pendant qu'ils faisaient les courses. Ils étaient bras dessus, bras dessous. Ils se tenaient la main comme des amoureux. On a compris qu'ils étaient tous les deux impliqués dans cette affaire. La police de Tucson les a inculpés de meurtre avec préméditation. S'ils étaient reconnus coupables, ils risquaient la prison à vie. Ils n'ont pas agi sous le coup de la colère. Il s'agit d'un meurtre que Linda et Carlos ont prémédité ensemble. Le couple en voulait énormément à Lauro Garcia, parce qu'il voulait les séparer et aussi que sa fille s'en aille. Alors ils ont donc décidé de le tuer. Même si Carlos n'avait que 16 ans au moment des faits, le tribunal décide de le juger comme un adulte. À moins qu'il accepte de négocier. Avant la date de son procès, le procureur lui a proposé un accord. Les charges contre lui seraient réduites s'il acceptait de témoigner contre Linda. S'il avouait, s'il leur disait ce que Linda avait fait, il pourrait diminuer sa peine. Il serait sûr d'être libéré au bout de 30 ans. Malgré les conseils de son avocat, Carlos a refusé cette proposition. Finalement, on n'a jamais pu savoir qui avait fait quoi. Étant donné que Carlos refuse de témoigner contre Linda, il est le premier à être jugé en juin 2006. À l'ouverture du procès, le procureur a décrit de quelle manière le meurtre s'était déroulé. Carlos était en colère contre le père de Linda et il voulait le battre à mort. Un voisin a déclaré que quelques jours avant le drame, l'adolescent lui avait emprunté une batte de baseball. Et d'après ce témoin, Linda était avec lui. C'était une batte de baseball en aluminium. Elle est très solide et très dangereuse. Un seul coup sur la tête suffit à tuer quelqu'un. Les principaux témoins de l'accusation étaient les cousins de Carlos, qui avaient admis l'avoir aidé à détruire des preuves. Selon l'un d'eux, l'adolescent avait déclaré qu'il avait poignardé la victime parce qu'elle ne mourrait pas assez vite après les coups de batte de baseball qu'elle avait reçus. Le rapport du médecin légiste indique qu'en plus des traumatismes causés par un objet contondant, Lauro Garcia a reçu 17 coups de couteau. Tous les éléments suggèrent que Carlos est bien le meurtrier. Ils avaient une montagne de preuves matérielles contre lui, notamment la paire de chaussures qui correspondait aux empreintes trouvées sur les lieux. Carlos n'est pas venu à la barre. L'avocat chargé de sa défense n'a pas contesté les preuves. Il a juste soutenu qu'il avait été impliqué involontairement. Il était là, mais c'était Linda qui avait commis le meurtre. Selon la défense, c'est elle qui avait un mobile. Elle ne supportait plus que son père lui donne des ordres et elle voulait se débarrasser de lui. L'avocat de Carlos affirme que lorsqu'il s'est vanté d'avoir commis le meurtre, c'était typique du comportement d'un adolescent qui veut impressionner sa petite amie. Mais le jury ne le suit pas. Carlos a été reconnu coupable d'assassinat et condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. 2 mois plus tard, c'est au tour de Linda d'être jugée. Contrairement à lui, elle n'a aucun scrupule à le trahir.
Son avocat a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de son père. C'était Carlos qui l'avait tué et elle avait vraiment eu peur pour sa vie. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas qu'il allait frapper son père et que s'il était capable de faire ça, rien ne l'empêchait de la tuer elle aussi. Elle s'est sentie obligée de devenir sa complice. La défense a soutenu que c'était Carlos qui avait tué Lauro Garcia. Il avait ensuite obligé Linda à devenir sa complice en volant le pick-up de son père. L'accusation la dépeint comme une jeune femme motivée par la colère et la vengeance. Cet homme ne s'était pas occupé d'elle quand elle était enfant, mais il voulait maintenant lui donner des ordres et diriger sa vie. Elle ne l'a peut-être pas supporté, ou bien cette violence était quelque chose de latent chez elle. Il ne voulait pas qu'elle voie son petit ami. Il voulait lui imposer des règles, mais elle refusait de lui obéir. Elle ne voulait pas être séparée de Carlos. Chaque moment qu'ils passaient ensemble était très passionné et ils n'imaginaient pas être l'un sans l'autre. D'un côté, il y avait Lauro qui voulait lui imposer des règles, de l'autre, il y avait Linda qui se rebellait contre l'autorité de son père. L'accusation a soutenu que toute cette colère et ce ressentiment refoulé transparaissaient dans les blessures extrêmement graves infligées. M. Garcia indiquait qu'il y avait eu un déchaînement de violence. Une batte de baseball ne vous laisse aucune chance. Le témoignage des cousins de Carlos est déterminant. Linda avait pris la batte et s'était acharnée sur le pick-up de son père avant qu'ils y mettent le feu. C'était après qu'elle s'était vantée de l'avoir poignardé. Pour moi, il est plus que probable que ce soit Carlos qui ait frappé M. Garcia avec la batte de baseball. Je suis aussi convaincu que Linda a été directement impliquée dans le meurtre de son père. Mais le témoin le plus important reste à entendre. Parmi les personnes venues témoigner à charge lors du procès de Linda, il y avait son frère, Martin. Il a fait des déclarations terribles à la barre. Il était allé voir sa sœur en prison et il a déclaré à la cour qu'elle lui avait avoué avoir participé au meurtre de son père. Le moment le plus poignant est celui où Martin a révélé que leur père l'avait imploré de lui laisser la vie sauve. Il l'avait supplié d'arrêter de le frapper. Le 25 septembre 2006, le jury rend enfin son verdict. Linda Garcia a été déclarée coupable de vol, de cambriolage et du meurtre avec préméditation de son père. Comme pour Carlos, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La famille de Lauro était satisfaite du verdict. Jamais rien ne pourrait le ramener, mais elle estimait que Linda avait eu ce qu'elle méritait. Ils continuent à lui en vouloir pour ce crime, mais ils pensent aussi que Carlos a été manipulé par les autorités. Ils se sont mutuellement accusés pendant le procès, pourtant ils étaient aussi coupables l'un que l'autre. Même si on ne connaîtra sans doute jamais les détails de cette nuit-là, une chose est certaine. Leur amour interdit s'est terminé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À mon avis, il éprouve sûrement plus de remords qu'elle n'en a jamais eu. Elle n'avait pas d'affection pour son père. J'ai énormément de mal à comprendre comment Linda et Carlos ont pu se laisser entraîner dans une relation amoureuse qui a fini par virer au cauchemar. C'était un amour interdit et immature. Ils ont été incapables de maîtriser leurs émotions.